Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL. Les podcasts du Figaro. Les filles dans les pubs, elles tiennent un sac, on dirait vraiment qu'on les a forcées, elles tirent la gueule. Elles ont vraiment pas l'air contentes d'avoir un sac qui pourtant coûte 5 000 €. Ce qui fait du mal, c'est un monde où on refuse les rides, où on refuse l'âge. Une société n'y arrive pas sans mémoire. Et elle a besoin de mémoire, elle a besoin de parchemin, elle a besoin d'une mémoire qui se voit. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on vous donne 6 ou 7 ans de plus, ou 10 ans de plus, ou 10 ans de moins, mais on en est là, quoi? Au regard de l'éternité, de ce qui nous arrive? Il y a une urgence à changer. On a besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour, vous écoutez Les Engagés. Dans ce podcast, nous donnons la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin, plus haut et plus fort. J'ai eu envie de rencontrer quelqu'un qui est franche, vraie, drôle, qui a toujours dit ce qu'elle pensait et qui nous fait du bien. Et plus les années passent, plus son message nous fait du bien. Bonjour Sophie Fontanelle. Waouh. Sophie, vous êtes écrivain, chanteuse, journaliste. Vous avez eu 1000 vies en une. Vous touchez toutes les générations de femmes, mais même les hommes. Vous étiez Fonelle, ce personnage hilarant du magazine Elle. Et pour les jeunes femmes, vous êtes une voix très libre. Pour les fans de mode, vous êtes une icône des défilés et une inspiratrice. Vous parlez à toutes, vous avez publié une 20aine de livres. Alors j'ai une première question, Sophie. Est-ce que vous dites « je suis écrivaine » ou « écrivain » ? Premièrement, je trouve que c'est tout à fait logique qu'on dise écrivaine. Voilà. On dit caissier, on dit caissière. Pourquoi on ne dirait pas écrivain, écrivaine? Par ailleurs, moi, je me sens plutôt écrivain. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je trouve que c'est supérieur à un écrivain. Quelqu'un m'a dit, mais écrivaine, ça fait veine, mais écrivain, ça fait vin aussi. Donc c'est pas ça. C'est que je rejoins quelque chose d'incroyablement androgyne par l'écriture. Mon propos, c'est vraiment de m'adresser aussi bien à un homme qu'à une femme, à partir de parts de moi aussi bien masculines que féminines. Est-ce que vous aimiez écrire petite et quelle petite fille étiez-vous si on rembobine un peu ? J'ai toujours aimé écrire, je crois. C'est-à-dire dès que j'ai compris que je savais le faire. Je dois avoir quelque part chez moi des carnets de poésie que j'ai gardés comme ça. Je serais capable de les jeter parce que je garde rien. Mais je crois quand même qu'ils sont encore là. Je lisais ces poèmes et j'ai vu, en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu écrire. C'est pas tellement de dire le fond de moi, c'est que j'ai vu l'effet que ça faisait sur les autres. Et tout d'un coup, ma mère partait en disant, tu sais pas ce qu'elle a fait, la petite. Elle a fait un poème. Et j'ai commencé, quand il y avait des gens qui mouraient, à raconter le mort, enfin des choses comme ça. Et j'ai découvert que j'avais un don. Au début, c'est passé par la chanson. J'ai fait 2 disques. Entre l'adolescence et l'âge adulte, je voulais être chanteuse. J'aimais exprimer quelque chose d'universel. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'on me mette dans une case. Et pourquoi ce besoin d'écrire ? Pour le montrer, pour prouver quelque chose ? Je pense que j'ai écrit parce que je savais le faire. J'ai découvert que je savais le faire, comme quelqu'un qui se rend compte de sa puissance quand il shoot dans un ballon, quoi. J'avais un don, c'est l'évidence. C'est d'ailleurs même ça qui fait qu'à des moments, je me dis oh, c'est vraiment trop facile. Et quand les gens me critiquent, quand ça arrive, que des gens disent elle est peut-être pas vraiment écrivain, écrivaine, que sais-je, je me dis en fait, oui, je le suis, mais ça m'est tellement facile. Peut-être qu'ils n'ont pas tort, il faudrait que ça soit plus difficile. Quand j'ai eu dans les 11-12 ans, j'ai découvert Cocteau. J'ai lu Les Parents Terribles, je me souviens. Ma mère, elle m'a emmenée au théâtre voir les Parents Terribles. Et j'adorais Cocteau parce qu'il avait le sens de la formule. Et moi, j'adorais les formules. Mais je ne voulais pas prendre les formules d'autres gens, vous voyez ? Comme on fait maintenant sur Instagram, vous savez comment les gens font. Ils écrivent un livre nul à base de Thomas entra dans la voiture qu'il avait essayé de garer sur le boulevard, vous voyez. Mais avant, ils mettent une phrase de James Joyce. Et ça vous énerve, ça, les gens qui écrivent des livres nuls ? Ah oui, ça m'énerve. Mais en même temps, si. Je m'en fiche, en fait. C'est juste que maintenant, je suis obligée de les lire parce que je travaille pour un prix littéraire. Moi, j'ai accepté parce que c'est à Saint-Tropez et que c'est sympa, c'est au bord de la mer. Et c'est des amis. Mais je tombe dans des livres et ils me tombent des mains, quoi. Donc, je suis très mal habituée. Moi, je vis en lisant de la littérature qui est déjà passée à travers le tamis de tout ça. Donc, c'est beaucoup plus facile parce que ça a déjà été trié.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la jeune femme que vous étiez ? Je lui dirais, t'es belle. Parce qu'en fait, vous me demandiez pourquoi j'avais écrit et tout ça, et je pense que j'ai écrit pour me donner plus d'importance que ce que je croyais que j'avais. Et en fait, je dirais à cette jeune fille qu'elle est belle. Mais je ferais peut-être une énorme erreur, parce que c'est parce que cette jeune fille doutait d'elle. Parce que vous aviez un frère très beau, toujours. Ouais. Mais bon, je pense que c'était une chance d'avoir ce frère très beau. Quand j'ai commencé une psychanalyse, j'ai fait une analyse quand j'étais plus jeune, pendant genre 5 ans, là, 3 séances par semaine, le gros truc. Je me souviens que l'analyste m'avait dit, dès la première séance, il faudra voir qui vous aimez à ce point qu'il est impossible d'aimer quelqu'un d'autre. Et on cherche le père, la mère, le frère. Mais en fait, ce frère était tellement sublime, quoi, que je me disais, il n'y a pas mieux, vraiment. Donc j'ai écrit, pas du tout pour lui, hein, pas du tout, j'ai écrit pour me donner la symétrie et l'harmonie dont il me semblait que j'étais dépourvue. Vous avez subi, jeune adolescente, une confrontation à la violence, un viol. Comment on s'en remet ? Bon, déjà, on ne pense pas que c'est un viol pendant tout ce temps. Hein. Ça en était un pas tenté parce que j'étais blessée physiquement. Mais on dit, vous savez, maintenant, on commence à revisiter le passé et on dit, oui, mais comment les parents ont pu faire ça ? J'ai des amis qui me disent, mais tes parents, ta mère, elle n'a pas été à la hauteur, ton père, il a été absent. À l'époque, les parents se disaient, on va essayer de ne pas en faire un drame, qui était maladroit. Mais on va essayer de ne pas en faire un drame et comme ça, il y aura peut-être moins de conséquences et de dégâts. Avant de ne pas en faire un drame, il faut déjà établir que c'était un drame. Et ensuite, il faut regarder après à avancer. Mais il faut déjà voir que c'était un drame. Parce que si vous ne le faites pas, le corps de la personne qui a été agressée, il dit, si personne ne s'occupe de moi, je vais me défendre toute seule. Je me souviens quand j'étais, je sais pas, à 18, 19 ans, à table, ma mère me disait souvent que je grognais. Et je sais que je grognais, j'avais des amoureux me l'ont dit, je grognais parce qu'en fait, si je sentais qu'on voulait s'approcher, je grognais. J'ai mis des années à me réparer de ça, et c'est même pas complètement réparé. Mais en revanche, maintenant je suis heureuse. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui on en fait assez contre les violences sexuelles ? Puisqu'ici on parle d'engagement, je crois qu'il y a tout un travail qui est fait très clair sur l'accueil au commissariat. Enfin, il y a tout ça, c'est de l'engagement de gens qui sont militants. Et c'est très important, ils se battent pour un certain nombre de choses. Je pense que ça, on n'en fait pas assez, mais on avance quand même. On avance. Il y a aussi des cas où parfois on va avancer en disant « Attention, si on pose la main sur le bras de quelqu'un sans son consentement, c'est comme un viol. » Il y a des fois où on avance, puis après on se dit « Bon, peut-être là, il faudrait peut-être nuancer. » Ça ne veut pas dire que quelqu'un avait le droit tout d'un coup de vous toucher le bras, mais il y a toutes ces nuances qu'on apporte. Ça, c'est toute la part d'engagement. On avance, on recule, on réfléchit. J'espère, avec ce qui se passe avec Trump, qu'on ne va pas complètement reculer, etc. Mais bon. Et ensuite, il y a autre chose qui est sur le statut victimaire. Moi, j'ai été vraiment victime d'une très grande violence. Cette grande violence, même si je m'étais jetée dans la gueule d'un loup, quoi, mais j'ai quand même été victime de cette grande violence. Cette violence-là, je refuse, et j'ai toujours refusé, alors qu'elle a empêché ma vie sexuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de très très grave qui m'est arrivé. J'ai toujours refusé de me poser en victime. La chose que je voudrais faire avec mon agresseur, c'est pas de le traîner en justice, même si je comprends que des gens le fassent. Ce serait d'aller lui parler. Ou ce serait d'aller parler avec quelqu'un qui a fait la même chose. Ce serait d'essayer de changer quelque chose à ce qui reste chez lui et chez moi de ça. Peut-être chez lui, d'ailleurs, il n'a pas vraiment conscience de ce qu'il a fait. Peut-être il a conscience. La seule chose qui m'intéresserait, ce serait de parler. Comment est-ce que la futilité de la mode peut cohabiter avec la profondeur de la vie ? Parce que ça a toujours été le cas. Parce qu'à un moment donné, le vêtement est né d'un besoin de se couvrir les pieds, par exemple, pour marcher, puisqu'il y a des chaussures. D'ailleurs, on a retrouvé ça sur une terre ancestrale arménienne, une chaussure, je ne sais plus de quand elle date. Je crois que c'est 36 000 ans avant Jésus-Christ. Enfin bon. On a retrouvé ces chaussures, ok, quelqu'un a fait ça, puis il y a quelqu'un qui a trouvé avec des boyaux, comment le lier au pied. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui l'a amélioré, qui a trouvé que ça allait pas comme c'était là. Et c'est le début d'une esthétisation, d'une fétichisation du vêtement. Ça a toujours été le cas. Donc moi, j'ai aucun mépris pour ça, même si je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de bêtises dans la mode. Mais quand même, c'est quelque chose de très important. Et puis c'est notre seconde peau. On parlait tout à l'heure de beauté. Quand vous vous habillez, vous vous faites beau. Ah bah pas tout le monde, hein, mais vous avez moyen de vous faire beau. Et d'ailleurs, quand vous n'arrivez pas à vous faire beau avec les vêtements, vous êtes très triste. Vous vous dites « rien ne me va ». Donc ça veut bien dire qu'on a un lien avec ça qui est très profond. Vous aimez jouer avec les vêtements, les porter, les montrer.
Ça vous apporte une sorte de légèreté, d'amusement, Ça me permet de naviguer dans l'âge et dans l'esthétique. Moi, pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram? C'est parce que j'étais à Elle, j'étais directrice adjointe de la rédaction pendant un court moment et je m'occupais de la mode. Et je trouvais ça, cette mode hors sol, quoi. Elle correspondait absolument pas à la gaieté qu'on a quand on met un vêtement. Les filles, dans les pubs, elles tiennent un sac, on dirait vraiment qu'on les a forcées, elles tirent la gueule. Elles ont vraiment pas l'air contentes d'avoir un sac qui pourtant coûte 5 000 €. Alors j'ai compris grâce à une de vos vidéos pourquoi les filles faisaient la gueule dans la mode. Parce que sinon on ne regarde pas le vêtement. Sinon, alors dans la mode, c'est sinon on ne regarde pas le vêtement, ça c'est sûr. Maintenant, je crois, enfin je l'ai vu quand j'ai fait le livre Défilé au Louvre, j'ai été très étonnée au Louvre de voir que personne ne sourit au Louvre. Vous avez passé 3 ans à arpenter les galeries, à regarder les tableaux, et donc qu'est-ce qui vous a frappé? Je regardais les vêtements dans les tableaux et ce que ça nous racontait de notre lien à l'art de s'habiller et surtout à la mode. Ce que j'ai vu, c'est que qui sourit au Louvre? Il y en a quasiment une seule, non, il y en a 3, je crois. C'est la Joconde. C'est pour ça qu'elle est devenue si célèbre. Donc ça veut bien dire qu'on a accroché à ce visage. Quand vous demandez aux gens comment est habillée la Joconde, j'ai fait le test, personne ne sait répondre. Est-ce qu'elle a un voile sur la tête, pas de voile sur la tête? En fait, on ne voit que ce sourire. Donc ça vous explique pourquoi le sourire vous fait entrer dans la personne au lieu de regarder ce qui est autour. C'est bien pour ça que moi je souris tout le temps, parce que moi par exemple j'ai 62 ans, j'ai des rides, et si je souris pas, on voit mes rides. Alors justement, vous avez écrit un livre qui s'appelle Admirable, qui est sorti il y a 2 ans, dans lequel vous décrivez un personnage qui s'appelle Admira, et qui est la dernière femme ridée sur Terre. C'est une uchronie assez magnifique, dont l'action est évoquée dans le titre. Vous citez des phrases qui m'ont paru très belles. C'est peut-être une belle idiotie les rides, mais c'est le parchemin de l'humanité. Sans pli de l'âme, pas d'âme. C'est par les rides que l'on comprend les choses, grâce à elles que l'on descend en rappel. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de garder vos cheveux gris et vos rides? On va commencer par les cheveux blancs. Les cheveux blancs, j'ai été virée de Elle, mais bon, j'avais un très gros salaire, j'étais à la direction. Vous voyez, c'était un peu logique que je sois virée, que s'il changeait de direction. Mais quand j'ai été virée, on m'a fait comprendre que j'étais peut-être trop âgée. J'avais 53 ans et que je correspondais plus au rêve de la lectrice de Elle, qui elle était de toute manière déjà beaucoup plus vieille que moi. Mais bon, tant pis. Le jour même, je suis allée sur Instagram, je me suis mise devant mon miroir, j'ai fait une photo avec une position comme si j'étais un grand top modèle et j'ai dit désormais, c'est ici que vous pourrez me voir et me lire. Le compte est passé de, 8 000 followers à l'époque à 30 000. Aujourd'hui, on est presque 500 000. Ce jour-là, pourquoi je vous dis ça? Je suis partie en vacances pour me remettre de mon licenciement et j'ai vu ma racine de cheveux blancs apparaître. Et ça m'a désespérée. Je me suis dit, ils ont raison, je suis vieille, etc. Bon. Vous aviez les cheveux teints avant, vous aviez des couleurs. J'ai les cheveux blancs sans doute depuis que je suis très jeune, mais je les couvrais. J'ai fait une photo de la racine de mes cheveux et j'ai dit jusqu'ici tout va bien. Et je voulais dire par rapport au travail, par rapport à plein de choses, et les gens ont dit vous allez laisser vos cheveux blancs. Et en fait, c'est ces gens qui m'ont donné du courage. Je suis allée voir la coiffeuse, je lui ai dit voilà, comment est-ce qu'on fait pour teindre en blanc? Ça m'amusait. Elle m'a dit tu pars en vacances et quand tu reviens, tu auras 1 centimètre de cheveux blancs et je pourrai teindre le reste. Puis finalement, on n'a jamais teint, on a laissé les cheveux pousser. J'en ai fait un livre qui s'appelle Une apparition. Moi, ce que je voudrais dire de ça, pour aller vite, c'est que les cheveux blancs qui poussent sur votre tête, c'est quelque chose de splendide. Je pense que quand on a un peu les cheveux poivre et sel, on peut trouver ça pas splendide à des moments. Mais là, blanc, j'en revenais pas. J'avais l'impression que... moi, j'adore les sports d'hiver. J'y vais rarement, mais je me dis tout le temps, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que la neige, etc. Et ben voilà. J'étais au sport d'hiver. Plus ça poussait, plus je frétillais de joie. Et aujourd'hui, on m'avait dit, tu vas être invisible. C'est complètement idiot, parce qu'aujourd'hui, on me reconnaît tout de suite, en fait. Alors évidemment, ça rajeunit pas, forcément. Mais d'abord, les vêtements sont là pour aider, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on vous donne 6 ou 7 ans de plus, ou 10 ans de plus, ou 10 ans de moins, mais on en est là, quoi. Au regard de l'éternité, de ce qui nous arrive. Et comment vous expliquez que la plupart des femmes cachent cette chevelure blanche? Beaucoup de femmes se disent que si elles ont les cheveux blancs, on ne va plus les désirer. Parce qu'on ne voit jamais au cinéma d'hommes désirer des femmes aux cheveux blancs. C'est très rare. Enfin, ça arrive quasiment jamais, ou alors c'est le thème du film. Donc, on ne voit pas ça. Donc, comme il n'y a pas de référent, les femmes se disent, voilà, c'est pas possible. Après, il y a un fantasme sur le vieillissement. Vous savez, le cheveu blanc, il est tout frisé, il est tout raide. Je me souviens d'une émission de radio. Il y avait une psychologue qui était là. Alors, celle-là, elle pourrait arrêter d'être psychologue, parce que vous allez voir ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, il faut bien voir que cette femme, elle me montrait, qui est là, non seulement elle a les cheveux blancs, mais vraisemblablement, elle a les poils du pubis blanc. Et ça, à qui ça fait envie? Elle me dit ça devant moi. Mais je me suis dit, elle est folle. Et en fait, je me suis dit, mais quel monceau de frousse elle doit avoir pour dire ça. Donc, je crois que les femmes, elles ont peur. Mais en vrai, si on réfléchit,
Les hommes qui ont des femmes aux cheveux blancs, les hommes qui avaient des femmes qui se teignaient, à qui ils ont dit « mais arrête de te teindre ». En fait, ces hommes-là, ils les aiment, leurs femmes. Ils les aiment et ils les désirent. Donc, c'est pas vrai que cette question existe. Je pense que si on demande à un homme de choisir entre moi et une fille qui n'a pas les cheveux blancs et qui est plus jeune, il va un peu aller vers l'autre. Si on me laisse 5 mois avec cet homme, peut-être, c'est pas avec l'autre qui va aller. Et les rides? Ça dépend les rides, hein. Vous savez, les belles rides là autour des yeux, on les aime bien. Les rides qui vous font le sourire, on les aime bien. Puis enfin, celles qui viennent toutes verticales le long des lèvres, on les aime pas. Moi, j'en vois. À certaines lumières, je les aime pas du tout. Mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé à un moment donné d'enlever des taches. Alors ça marchait. Puis un jour, ça marche plus. C'est une course qui est perdue d'avance. Alors moi, plutôt que dépenser mon argent et mon énergie à ça, même si je fais attention, je suis très suspicieuse et je me dis, mais pourquoi? Pour obtenir quoi? D'abord, j'aime bien les visages ridés. Je lis en ce moment un très beau livre qui s'appelle « Chambre avec vue » au pluriel, aux éditions des Saint-Pères sur Jean Cocteau. Il y a des tas de photos de Cocteau vieux avec ses mains. Moi, je ne suis pas contente que mes mains vieillissent, mais quand je vois les mains vieillies de Cocteau, c'est sublime. Alors qu'on vieillit, au lieu d'être beau, il faut accepter d'être sublime. C'est juste ça. Est-ce que vous comprenez les femmes, dont probablement certaines de vos amies ou plusieurs de vos amies qui ont recours à la chirurgie esthétique, qui font hyper attention? C'est ce que je dis dans Admirable, c'est-à-dire que le niveau de peur qu'il y a derrière ça est la réponse à votre question. Vous ne pouvez pas juger les gens qui ont si peur. Quelqu'un qui a peur, il faut être gentil avec lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand j'ai vu Madonna, là, qui s'était un peu ratée sur une opération de chirurgie esthétique, c'est le moins qu'on puisse dire, et en fait, oui, bien sûr, comme tout le monde, j'ai mon petit avis, je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas, mais après tout, les gens font ce qu'ils veulent. Ces gens font de mal à personne. Ce qui fait du mal, c'est pas chaque personne individuellement. Ce qui fait du mal, c'est un monde où on refuse les rides, où on refuse l'âge. Une société n'y arrive pas sans mémoire. Et elle a besoin de mémoire, elle a besoin de parchemin, elle a besoin d'une mémoire qui se voit. Je crois qu'on a besoin d'une mémoire, on a besoin de gens qui nous calment en fait. On a besoin d'être calmés et c'est en calmant les gens qu'on nettoie un peu tous ces faux désirs pour qu'il y ait le vrai désir qui monte. Le monde de la mode le fait un peu, de mettre en valeur des femmes ridées. En tout cas, je dirais que dans notre société, dans la représentation de la femme, si on regarde, c'est dans le monde de la mode, curieusement, qu'il y a le plus de mannequins seniors, de femmes avec des rides et des cheveux blancs. Vous avez des origines arméniennes. Est-ce que ça jouait dans votre construction et dans votre rapport à la violence, à l'injustice? Oui, parce qu'il y a eu 1 300 000 Arméniens qui ont disparu pendant le génocide arménien. Donc votre grand-mère était arménienne? Ma grand-mère était arménienne. Oui. Mon arrière-grand-père a été emmené avec tous les hommes de la ville de Boursa, de son quartier, ont été pendus. Et de toute manière, tous les hommes arméniens de cette ville, au fur et à mesure, pas tous, mais beaucoup ont été pendus. Moi, ma famille... Il n'y a pas eu vraiment des femmes emmenées dans le désert et violées, mais je connais des gens très proches de moi. Alors là, vraiment, j'ai qu'à me pencher parce que je suis dans un milieu arménien, dont des membres de la famille ont été violés, vendus. Enfin, bon, moi, j'ai été élevée qu'il fallait faire très attention aux Turcs. Voilà, comme ça, quand j'étais enfant, niveau 1. Mais niveau 2, mon père me disait, parce qu'il a été en Allemagne prisonnier et il a été tombé sur une famille allemande, il a eu la tuberculose là-bas, qu'il a cachée et qu'il a soignée. Et il m'a dit, des gens bons, il y en a partout. Des gens gentils. Et je suis convaincue que d'abord, on n'arrivera absolument à rien sur la reconnaissance du génocide arménien par la communion d'idées entre des Turcs et nous. De même avec l'Azerbaïdjan, j'ai cherché pendant le conflit au Karabakh, j'ai cherché des gens azéris, donc azerbaïdjanais, qui acceptaient de communiquer pour la paix avec des Arméniens. J'ai trouvé un homme. Il est prof à Bucarest. Et il m'a dit, c'est difficile en ce moment, mais on y arrivera un jour. Mais c'est très difficile. Moi, je suis vraiment profondément pacifiste parce que je suis la petite fille d'une rescapée, et de toute une famille qui s'est retrouvée un peu trouée de tous les côtés par ça. Dans cette filiation et ses origines et le monde d'aujourd'hui, vous accordez beaucoup d'importance, on l'a dit tout au long de notre entretien, à la beauté. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Couver un astre ». Racontez-nous un peu comment c'est arrivé. Comme beaucoup de Parisiens, je n'étais pas à Paris quand il y a eu l'ouverture des Jeux Olympiques et j'ai vu que le ballon, la flamme olympique, était pas loin de chez moi. Oh tiens, on voit mes fenêtres. Enfin, c'était devant mes fenêtres. J'habite des chambres de bonne qui donnent sur le jardin des Tuileries.
Quand je suis rentrée, j'ai commencé à regarder ça. J'ai pas fait venir les gens chez moi, j'ai regardé toute seule ça. Et je pleurais devant plusieurs choses. La beauté de l'objet, le symbole absolu de non-violence que c'était, puisque c'est un feu qui ne brûle rien. C'est pas du feu, en fait, c'est de la lumière. Devant les dizaines de milliers de gens en bas, et parfois centaines de milliers, de cette communion. Parfois, je descendais dans la foule. Ça m'a complètement ouvert le cœur, quoi, mais pas comme on est éventré, hein, comme ça m'a vraiment ému. Et puis un jour, Mathieu Le Hanner, qui a vu mes posts, puisque l'avantage d'être connu sur Instagram, c'est que les gens le voient quand je fais quelque chose, il m'a contacté, il m'a dit de venir voir de plus près. Je suis allée voir cette vasque, à la toucher. Et j'ai dit à Mathieu Le Hanner, je vais écrire là-dessus. C'était tellement beau de voir des gens unis autour d'une idée silencieuse, non violente, pas partisane, un sacré sans religion. C'était quand même une élévation. On était là tous comme devant une divinité, alors que c'est un procédé mécanique. Hein. C'est rempli d'hélium avec un câble, avec un treuil. Ben quand même, ça marchait. Donc on a besoin de magie, on a besoin de sacré, on a besoin de concorde. C'était drôle que ce soit pas loin de la concorde. Quel lien avez-vous avec le sacré ? Bon, moi je dirais que j'ai trop de liens avec le sacré. Oh ben, il vaudrait mieux un peu moins. C'est que je raconte souvent cette histoire de ma mère à l'école. Elle était venue me chercher, la maîtresse, l'institutrice, elle avait dit « Allez, à vous, la petite extasiée ». Mon frère, il a failli devenir... Enfin, ça n'a pas duré longtemps, mais il voulait être prêtre. Et moi, je ne serais pas passé loin d'être sœur. Tout ça sans énormément croire en Dieu. Mais pour moi, ce que j'aimais, c'était croire en quelque chose, en fait. J'ai une amie un jour qui m'a dit « Qu'est-ce qu'il faut être idiot pour croire en Dieu ?» J'ai rien dit, comme d'habitude, je dis rien dans ces cas-là, je veux pas être méchante. Je me souviens de m'être dit il y a un truc qui va pas dans cette phrase. Ce qui est chiant, c'est les gens qui font du mal au nom de Dieu. On va passer une dernière partie de notre entretien qui résume ou qui est en lien avec les précédentes, qui est autour de la transmission, qui est quelque chose qui vous tient à cœur. Quel regard vous portez sur les jeunes femmes d'aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous voulez leur apporter ? Je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez dit à la jeune fille que vous étiez ? Et qu'est-ce que vous dites aux jeunes filles d'aujourd'hui ? Elles m'apportent beaucoup, soit en venant discuter avec moi, en étant comme ça avec leur intransigeance de la jeunesse, en disant « mais ça, j'ai pas le droit, ça, on peut pas le faire, ça, c'est de l'appropriation culturelle, ça ». Elles me font réfléchir. On a de la chance d'avoir des jeunes qui se posent toutes ces questions. Et en même temps, par la position que j'ai prise, en fait, de contact constant avec ces jeunes, que j'enseigne aussi à l'Institut français de la mode, je me sens pas du tout mal à leur dire que je suis pas d'accord. Il faut bien s'attacher à des choses voyantes pour pouvoir faire avancer les idées. Moi, je suis très exposée. Avec 1 demi-million de gens qui me suivent, si je me mets à... Mettons, je porte un truc en fourrure. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut réguler ce marché de la fourrure. Maintenant, quand tu as interdire complètement la fourrure, je suis plus nuancée parce que je me dis, bon, les fausses fourrures, c'est fait avec du pétrole. Le pétrole, on voit quand même les enjeux de guerre que ça déclenche. Mais si je porte de la fourrure, évidemment, mon compte étant très visible, les gens vont venir sur mon compte débattre. Donc, je suis habituée à me poser ces questions, à réfléchir. L'autre jour, il y a une jeune fille qui m'a dit elle n'était pas contente parce qu'il y a eu quelqu'un qui a eu la Légion d'honneur, Anthony Vaccarello, le designer de Saint-Laurent. Et elle m'a dit comment on peut accepter une décoration d'un tel gouvernement ? Ouais. Moi, je lui réponds, en fait. Alors, elle m'écrit un message privé. Hein, et je lui réponds. Je lui dis d'abord, c'est à lui qu'il faut demander déjà, et ensuite, on n'est pas dans l'Allemagne nazie non plus. Il ne faut pas avoir peur d'aller discuter. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut le faire sans utiliser l'agressivité qui vous est envoyée dans la question. Vous êtes proche de beaucoup de jeunes femmes et de jeunes filles d'aujourd'hui, par les réseaux, par des amitiés, mais vous n'avez jamais souhaité être mère. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités évoluent sur ce point-là ? Et est-ce qu'on vous l'a reproché, on vous a stigmatisé ? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que tout le monde s'en fiche ? C'est pas que j'ai pas voulu être mère, c'est que je pouvais pas. Parce qu'en fait, avec ce qui m'est arrivé, l'accès à la sexualité peut être impossible, en fait. Parfois, je me sens nouille de pas avoir d'enfants. Mais je me suis pas mal débrouillée parce que j'en ai quand même des centaines de milliers. Mes livres aussi sont mes enfants. Des enfants, d'ailleurs, que je laisse très autonomes une fois que je les ai écrits. Donc, je ne suis pas non plus une mère poule. Je ne les relis pas, je les laisse partir, quoi. Mais c'est surtout cette jeunesse. D'ailleurs, parfois, mes amies sont un peu, pas jalouses du tout, hein, c'est pas ça, mais elles sont un peu inquiètes parce que, tout d'un coup, leur gamin, leur gamine, il va dîner avec moi. Ils savent très bien qu'on se dit des choses autres que ce qui est dit normalement entre un fils et sa mère ou une fille et sa mère.
Et pourquoi ils font ça, ces jeunes ? C'est parce qu'ils viennent poser des questions, ils savent que tout est ouvert, et ils savent que je ne suis pas là pour les éduquer. Sans quoi ils se trompent. Parce qu'en fait, quelque part, je les éduque aussi. Mais je sais, il y a une jeune fille l'autre jour, elle a voulu dîner avec moi, elle m'a posé des questions sur le plaisir. Qu'est-ce que c'était le plaisir ? Est-ce qu'il y avait des intensités dans le plaisir ? Mais elle voulait savoir ce que j'en pensais. Voilà. Donc, voilà, j'ai mes enfants à ma manière. Merci beaucoup Sophie Fontanelle. J'en viens à la question rituelle des engagés, qui est, si vous étiez à ma place, quel engagé inviteriez-vous ? J'inviterais Jacques Mus, parce que je pense qu'il a engagé tout son être dans un milieu qui n'est pas facile, qui aurait pu ne pas vouloir de lui. Déjà en premier, il s'est engagé lui-même. Et je trouve ça beau. Il tient le cap. Merci beaucoup Sophie. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode des Engagés. Je rappelle que ce podcast est disponible sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par NCL.